Alors, il y aura une série de cours sur la physique au LHC. LHC, c'est Large Hadron Collider. C'est la nouvelle machine qui sera mise en route probablement le mois de novembre. Et donc, c'est surtout, je vais vous parler de la physique qu'on espère faire avec cette machine. Donc, le programme sera à peu près le suivant. Aujourd'hui, je vais faire très rapidement l'état des lieux. Ce qu'on sait aujourd'hui sur ce genre de physique, quelles sont les questions qui sont ouvertes. La semaine prochaine, ce sera un cours purement technique, c'est LHC et détecteur. Je vais essayer de décrire la machine. Je suis théoricien, donc mais j'étais ingénieur dans ma jeunesse, donc j'ai toujours gardé un intérêt pour la technique. Et je vais essayer de décrire donc très rapidement la machine qui est vraiment une merveille de la technique, ça je vous l'ai dit d'avance, et les détecteurs qui sont aussi des merveilles de la technique. Donc je vais essayer de faire ça le mieux que je peux, mais si vous avez des questions trop spécialisées, je vais vous recommander des gens plus compétents que moi pour vous répondre. Et les deux autres cours, ce sera la physique attendue, ce qu'on espère voir, ce qu'on a. Bien sûr, peut-être qu'on verra des choses tout à fait inattendues, que personne n'a jamais pensé. Ce serait d'ailleurs de loin la chose la plus excitante. Mais on a déjà quelques préjugés. Donc je vais essayer de vous présenter nos préjugés théoriques sur la physique qu'on va faire. Bon, donc voilà, ça c'est deux cours. Donc voilà le programme très rapidement. Alors, on commence donc par l'état des lieux. Normalement, un cours sur la physique des particules élémentaires devrait commencer par une définition de qu'est-ce que c'est qu'une particule élémentaire. La seule définition que je connaisse qui satisfait à la fois nos idées intuitives, qui est aussi correcte par-dessus le marché, c'est qu'une particule élémentaire est un objet qui figure dans la table des particules élémentaires. Donc il y a une table, c'est pas une blague. Tous les 2 ans, il y a un groupe international d'expérimentateurs qui publie un gros bouquin comme ça, qui s'appelle Particle Data Book, qui a justement tout ce qu'on sait sur les particules élémentaires là-dedans. Et la définition d'une particule élémentaire, c'est quelque chose qui s'y trouve. Pourquoi on n'a pas de définition? On a eu tout à l'heure une discussion avec Henri Epstein ici. Pourquoi on ne peut pas avoir une... Parce que c'est clair que si on veut que ça ne soit pas une tautologie comme celle-ci, soit une définition abstraite qui en fait vide de tout sens, on est obligé d'admettre que c'est une notion qui change avec le temps. Vous savez tous, on avait commencé les molécules, les atomes, après les atomes qui n'étaient pas censés être indivisibles, on a vu qu'il y avait des noyaux et des électrons, les noyaux c'était des protons et des neutrons. Lorsque moi j'ai commencé à faire la physique, les particules élémentaires c'était les protons et les neutrons. Et des tas d'autres hadrons, mais enfin ça c'était des particules élémentaires. On sait aujourd'hui que les protons et les neutrons ne sont pas élémentaires, qu'il y a des petites bestioles encore plus petites qui vivent à l'intérieur de protons et de neutrons. Et ça, lorsque je dis on le sait, c'est qu'on le voit. Au fur et à mesure que notre pouvoir de résolution augmente, qu'on voit des distances de plus en plus courtes, on découvre que des particules qu'on croyait élémentaires sont en fait composées d'autres petites... et probablement, demain, il n'y a aucune raison de penser qu'il y a une fin dans cette série, et encore moins de penser qu'aujourd'hui, en 2009, nous avons trouvé les ultimes composantes de la matière. Donc, au fur et à mesure qu'on progresse, on trouvera autre chose. Pour les ordres de grandeur, je vous dis qu'aujourd'hui, notre pouvoir de résolution, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 16 cm.
et le LHC va le descendre à 10 puissance moins 17. Donc on va gagner un ordre de grandeur, en gros. D'accord? Mais 10 puissance moins 16, pensez, c'est quand même un millier du noyau. Hein? On peut voir des choses qui sont à peu près un millier de la taille du noyau. Et on va arriver au 10 millième avec le LHC. C'est ça l'idée. Bon, alors, donc, faute d'avoir une définition précise, on a une table qui change avec le temps. Et dès qu'on arrive à mettre ça en place, je vais vous la montrer. Alors, donc, on va parler donc de cette table dans un instant. Et en attendant, avant de vous parler, de vous expliquer de quoi, parce qu'il y a des tas de jargons ici que je dois vous expliquer, des mots qui ne sont pas du langage commun. Alors, avant de parler de ça, je vous dis que, faute d'avoir une compréhension vraiment de qu'est-ce que c'est qu'une particule élémentaire, on a quand même une idée qui est restée très stable dans le temps de quelles sont les interactions fondamentales qui régissent justement la structure de la matière au niveau le plus petit. Et il n'y a que 4 interactions. Et ça n'a pas changé au cours du temps. Peut-être que ça va changer un jour, mais pour l'instant, on ne connaît que 4 interactions que je vais énumérer vite. C'est ce qu'on appelle les interactions fortes. Sont responsables de la cohésion de noyaux. Normalement, les protons devraient se, comme sont chargés toutes les deux positivement, il fallait évidemment qu'il y ait une répulsion entre eux. La cohésion de noyaux montre qu'il y a des forces attractives entre les nucléons et qui sont plus fortes que la répulsion électrostatique qui tend à séparer les protons. D'accord. Donc ça, on les appelle les interactions fortes pour des raisons évidentes. Les interactions électromagnétiques. Alors, vous savez qu'est-ce que c'est, donc je ne veux pas, tout le monde connaît les interactions électromagnétiques, sont responsables justement de la structure atomique, le fait que les électrons restent autour du noyau. Les interactions faibles, qui sont responsables de désintégration radioactive de plusieurs noyaux, n'est-ce pas, toute la désintégration bêta est due aux interactions faibles. Elles sont à l'origine de l'énergie des étoiles. À l'intérieur du Soleil, il y a de l'hydrogène qui est brûlé, n'est-ce pas? Et ça vient des interactions faibles. Et à la fin, c'est les interactions gravitationnelles que tout le monde connaît aussi. Et donc, qui sont responsables justement de la structure de l'univers à grande échelle. Donc, ça, c'est les 4 interactions qu'on connaît depuis très longtemps. Une chose qui était une idée qui a l'air d'une simplicité biblique, mais qui a eu une influence extraordinaire dans la pensée nous avons, c'était l'idée de Yukawa en 1934 à peu près. Yukawa, partant de l'observation que la portée des interactions fortes, donc des forces nucléaires, était faible, c'était une portée qui ne va pas jusqu'à l'infini, n'est-ce pas? A essayé d'expliquer ça, qui en fait n'excède guère la taille de noyau, n'est-ce pas, la portée des interactions fortes. Donc, a voulu expliquer ce fait. Évidemment, il s'est inspiré de celles interactions qui étaient connues à l'époque, qui étaient les interactions électromagnétiques. Pour décrire les interactions électromagnétiques, les gens avaient imaginé ce processus où il y a des photons qui sont échangés entre les particules chargées. Donc, il y a des particules chargées, par exemple un électron, un noyau, et l'attraction électromagnétique est due au fait qu'il y a des photons qui sont échangés entre les particules chargées. Alors, il a voulu généraliser ça. Il a dit, eh bien, si
il y a des forces nucléaires, c'est qu'il y a un porteur de force, donc quelque chose qui est intermédiaire, qui transmet les forces nucléaires. Mais, parce que c'était ça le problème, les forces électromagnétiques ont une longue portée, à l'infini. Alors, là, il fallait quelque chose qui génère une portée finie, courte. Et il a pensé que ça, c'était vrai, que le médiateur en question devrait être massif, devrait avoir une masse, et il a inventé ce potentiel de Yukawa, qui est puissance moins mR sur R, qui est le potentiel, R c'est la distance, n'est-ce pas, et qui a donc une partie. Et vous voyez bien, si M tend vers 0, vous obtenez bien le potentiel coulombien d'un sur R, n'est-ce pas? Mais pour un M fini, vous avez quelque chose qui est très... bon, il avait même estimé la masse de cette particule, nouvelle particule, une centaine de mètres, et c'est vrai, c'était la maison Pi a été découvert juste après la guerre, et c'était la masse de 140 mètres, c'est la bonne masse estimée par Yukawa. Et cette idée qui est très simple est devenue une espèce d'idée directrice dans toute cette recherche. On attribue à chaque interaction ici des particules intermédiaires particulières qui dont l'échange génère cette interaction. Alors, on va voir dans ce qu'on va parler aujourd'hui que notre idée est restée, même si les détails sont complètement changés. Ce n'est plus le pion qui va, c'est autre chose. Et en fait, on est beaucoup plus près de l'idée de force électromagnétique, ça veut dire du photon. On pense aujourd'hui que ce qui généralise le photon, ce n'est pas le pion de Yukawa, mais en fait des particules qui ressemblent beaucoup au photon, qui génèrent des champs qui sont très similaires aux champs électromagnétiques. Donc, est-ce qu'on peut retrouver la table qui était ici tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, probablement. Non? Ben voilà. Alors, on fait comme ça et ça marche. Je suis toujours émerveillé par la technique. Alors, donc, vous voyez bien que je parlais ici, j'ai séparé les constituants élémentaires de la matière en deux parties, ce que j'appelle quanta de radiation, qui généralisent le photon, donc qui sont ceux qui transmettent les forces, et ce qu'on appelle matière, particules de matière, qui sont les constituants de protons et de neutrons, etc., donc de nous aussi en particulier. Alors, on va revenir à cette distinction vers la fin du cours, vers la fin du cours. Alors, donc, quanta de radiation, les interactions fortes que nous avons ici, nous pensons qu'ils sont générées par l'échange des particules qu'on appelle gluons, pour des raisons évidentes, c'est le glu qui colle les choses ensemble, et il y en a 8. Je vais vous expliquer pourquoi 8, mais il y en a 8. Les interactions électromagnétiques, c'est le photon qu'on désigne avec le gamma. Les interactions fortes, il y a 3 bosons W+, W- et Z0. Toutes ces particules ont été vues entre guillemets. Je vais aussi expliquer quels sont les guillemets. Et nous pensons que c'est le même pour les interactions gravitationnelles, qu'il y a un graviton, sauf qu'on n'a jamais vu le graviton. Jusqu'à maintenant. Nous pensons du point de vue théorique que il doit exister, mais notre pouvoir de détection n'est pas assez bon pour l'instant pour détecter un graviton. Alors, les particules de matière sont séparées en deux catégories. Les leptons, qui sont, le mot vient du grec leptos, qui veut dire fin, petit, parce qu'en effet, c'est vrai qu'au début, le premier lepton connu, c'était l'électron. Et il est vrai, il est beaucoup, beaucoup plus petit que les autres qui étaient de l'autre côté, qui étaient le proton et le neutron à l'époque. Donc, d'où le nom. Donc, pour des raisons qu'on ne connaît pas très bien, ces particules
range en trois qu'on appelle familles. Alors, je vais vous parler de la première et après on va voir l'autre. Alors, il y a des leptons qui sont l'électron et son neutrino, et il y a deux quarks, que j'appelle U et D, qui sont les constituants de protons et de neutrons. Un proton est fait de proton P est fait de 2 fois U plus 1 fois D, et un neutron est fait de 1U plus 2D. Donc il y a 3 quarks par nucléon. Et bon, si vous regardez les charges, tout ça, ça marche. Le U a une charge 2/3 de la charge de l'électron et le D a une charge moins 1/3. Et si vous mettez ensemble, ça marche. Bon. Donc, cette première famille, c'est les particules qu'on connaît bien. Pas seulement on les connaît, mais on comprend leur raison d'être. On ne pourrait pas imaginer le monde s'il y avait une particule qui manquait de cela. Sans électrons, on ne peut pas imaginer le monde qu'on connaît, etc. Sans protons, neutrons, tout ça. Neutrinos aussi, pareil d'ailleurs. S'il n'y avait pas de neutrinos, on ne serait pas là. Je peux vous l'affirmer. Par contre, on a découvert expérimentalement qu'il y a encore 2 copies de cette famille, sauf beaucoup plus lourdes. Et hop. Voilà. Alors, il y a déjà, avant la guerre, on avait découvert qu'il y avait une espèce d'électron lourd, pour ainsi dire, mais qui n'est pas un électron lourd, c'est des propriétés, il y a un nombre quantique différent, mais qui ressemble exactement à l'électron, sauf qu'il est beaucoup plus lourd. Et récemment, il y a une vingtaine d'années, on a trouvé qu'il y avait un troisième, qu'on appelle le tau, et pareil avec les quarks, qu'il y a un C, S et T, B. Alors, bon, pourquoi la nature semble produire 3 copies de la même structure? En fait, on n'en sait rien. Et en quoi ça sert? Pourquoi? On ne peut pas dire. Il doit en avoir une raison. Certainement, la nature essaye de nous dire quelque chose là-dessus, mais on ne sait pas. Voilà. Et, dernière remarque, vous voyez qu'il y a ici un indice A, qui prend des valeurs 1, 2, 3. C'est que les quarks arrivent en 3 espèces, chacun. Aussi, fait expérimental. Je décris les données de l'expérience, je n'explique rien. Donc, chaque quark arrive en 3 espèces. Pour des raisons bizarres, les physiciens ont trouvé des mots idiots pour décrire ça. On les appelle couleurs, qui n'a strictement rien à voir avec le sens commun du terme couleur. N'est-ce pas? Ce n'est pas des quarks blanc, blanc, rouge, etc. Non. C'est 3 espèces de quarks. Maintenant, c'est le moment de vous expliquer, enfin, pas de vous expliquer, de vous dire, je vais vous l'expliquer plus tard, mais de vous dire pourquoi j'avais mis quotation marks, de guillemets, lorsque je parlais qu'on a vu les gluons et les quarks. En fait, on ne les voit pas directement. Parce que un autre fait expérimental, c'est que tout ce qu'on voit dans la nature est un peu daltonienne au sens de la couleur. Ça veut dire on ne peut jamais voir un objet qui a... Imaginez les objets UA et DA ont donc prend 3 valeurs, donc je peux l'écrire comme ça, I1, I2, I3, D1, D2, D3. D'accord? Donc, vous voyez bien que si je regarde ça comme ça, il y a une espèce de groupe de rotation dans un espace à 3 dimensions, pour ainsi dire, n'est-ce pas, qui mélange I1, I2, I3. Or, est pareil d'un, D2, D3. Et c'est un fait expérimental qu'on prend très qualitativement, mais pas du tout quantitativement, que la nature ne voit que des choses qui sont invariantes
sur ces rotations. Ça veut dire vraiment il faut que toutes les couleurs arrivent de façon isotrope, pour ainsi dire. Donc un quark n'est pas visible directement comme état libre, une particule libre. Pareil avec un gluon. On appelle cette propriété confinement. Et du point de vue dynamique, ça veut dire que les quarks qui sont à l'intérieur des protons et des neutrons sont tellement liés qu'il n'y a aucun moyen de les extraire. Il nous faudrait une énergie infinie pour casser un proton et extraire un quark. Néanmoins, on va voir qu'il y a des expériences où on voit les quarks. On sait qu'il y en a 3 et on connaît leurs charges, etc. Seulement, on ne peut pas les observer comme particules libres. C'est ça l'idée. Bon, je vais essayer de revenir un peu là-dessus plus tard. Donc voilà donc la table de particules élémentaires. Ah, il y avait une dernière. Et je vais en parler plus tard. C'est ce qu'on appelle le boson de Higgs. Mais je vais en parler plus tard. En quoi ça sert, etc. D'accord. Donc voilà la table de particules élémentaires. Alors, maintenant, je vais essayer de vous parler de ce qu'on comprend des interactions. Maintenant, disons, jusqu'à maintenant, c'était phénoménologie, je vous disais ce qu'on a vu. Maintenant, ce sera théorie. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de tout ça? D'accord. Alors, en fait, ce qu'on a compris ces dernières années, c'est plutôt une espèce de... C'était, pour beaucoup de gens, c'était une révélation. C'était une connexion inattendue entre la physique, la dynamique plutôt, et la géométrie. Et lorsque moi j'étais jeune, on était forcé d'apprendre un peu de théorie de groupe, qu'on ne connaissait pas avant. Eh bien, les jeunes maintenant doivent apprendre beaucoup de géométrie, s'ils veulent faire ça. Donc la géométrie est devenue le langage de la physique de haute énergie. Alors, je vais essayer de vous parler un peu de ça. Et pour ça, je vais commencer par quelque chose que vous connaissez bien, qui sont les interactions électromagnétiques. En fait, comme je vous ai dit, on a été très largement inspiré de ce qu'on comprenait sur les interactions électromagnétiques. Toute cette démarche moderne s'était inspirée sur les interactions électromagnétiques. Alors, bon, je commence par le début. Donc, je pense que tout le monde connaît l'équation de Schrödinger. Alors, l'équation de Schrödinger, vous avez la fonction d'onde psi de x et de t. Et cette fonction d'onde satisfait à une équation différentielle qui a des termes, je ne veux pas il y a quelque part un terme i de psi sur dt, par exemple. Ah, j'utilise un système d'unité tel que ce qui est le système standard pour nous, on utilise tous comme ça, tel que h bar est égal à c est égal à 1. Ça veut dire que je prends la vitesse de la lumière comme unité de vitesse et h bar comme unité d'action. D'accord? Et le reste, ça suit. Donc il y a une seule unité qui reste, qui peut être masse, énergie, distance, tout ce que vous voulez. Mais sont toutes exprimées de la même façon. D'accord? Alors, donc vous avez quelque part de psi sur dt, vous avez quelque part de 2 psi sur dxi carré, par exemple, x1, x2, x3, etc. D'accord? Et vous avez la condition de normalisation qui est psi carré égale d3x égale 1. Donc vous voyez bien que aussi bien l'équation est linéaire et homogène de psi, mais aussi bien l'équation que la condition de normalisation sont invariantes si je fais un changement de phase. D'accord? Et ça, c'est très important, parce que c'est justement le courant conservé qui correspond à cette invariance qui vous permet d'interpréter l'équation de Schrödinger comme une équation
qui donne l'amplitude de probabilité qui est conservée dans le temps. La probabilité doit être conservée. D'accord? Et que vous avez donc un courant dont la composante, disons, scalaire, c'est positif défini, etc. Donc c'est très important d'avoir cette invariance. Maintenant, supposons, pour des raisons qui vous regardent, que l'idée vous vienne à l'esprit de dire θ est une constante, c'est la phase de la fonction d'onde. Et on dit souvent que ceci montre justement, comme on a la liberté de changer la phase de la fonction d'onde, que la phase intrinsèque de la fonction d'onde n'est pas une quantité mesurable. On peut adopter il n'y a que les différences de phase qui sont mesurables. D'accord. Alors, supposons que l'idée vous vienne à l'esprit, qu'on peut discuter si c'est une idée sensée ou insensée, de changer cette transformation, et au lieu d'avoir un θ qui est une constante, vous choisissez un θ qui devient θ de x et de t, une fonction quelconque de l'espace et du temps. En première vue, vous dites, ça ne va pas, puisque ça ne sera pas respecté. Et en effet, dψ sur dt maintenant, si vous avez dψ sur dt, devient dψ sur dt, plus, comme je mets ici, plus i dθ sur dt, n'est-ce pas? Que multiplier, bon, ici il y avait psi e puissance i θ, et ici il y aura psi, n'est-ce pas, e puissance i θ. D'accord? Donc vous aurez un deuxième terme qui sera la dérivée de θ par rapport à t. Donc l'équation ne reste pas invariante. D'accord? Alors, question. Est-ce que je peux changer l'équation? Est-ce que je peux trouver une autre équation qui serait invariante par des transformations comme ça que je vais appeler transformation locale? Est-ce qu'il existe une équation? Question purement mathématique. Vous pourrez me dire que la réponse sera aussi une réponse mathématique sans aucun intérêt pour la physique. Réponse, comme vous savez, ce n'est pas vrai. Il y a une autre équation. Il suffit tout simplement de changer ce que j'appelle d sur dt. Je vais l'appeler maintenant d sur dt. Je lui ajoute un terme supplémentaire, n'est-ce pas, que ici je vais l'écrire plus i phi de x de t, tel que lorsque je fais cette transformation, ici en e puissance i θ, phi change en phi moins d sur dt θ, quelque chose comme ça. D'accord, avec des signes, vous pouvez ajuster les signes. Comme je n'ai pas mes lunettes, je ne peux pas lire mes notes si les signes sont corrects ou non, mais je pense qu'ils sont corrects. D'accord. Bon, alors donc, c'est pareil avec le d sur dx ici, n'est-ce pas, d psi, d sur dxi, vous changez ça en d sur dxi, plus i ai dx de t, et ai se transforme aussi avec un d sur dxi, d'accord, de θ. Donc, il suffit de changer partout les dérivés de l'équation de Schrödinger par ces nouvelles dérivées qui contiennent ce terme supplémentaire, et l'équation devient invariante. Vous pouvez me dire, oui, mais vous avez changé l'équation. Bon, très bien. En quoi je l'ai changé? Quelle est la nouvelle équation? Eh bien, tout le monde reconnaît, c'est l'équation de Schrödinger dans un champ électromagnétique. Phi, c'est le potentiel scalaire, et AI, c'est le potentiel vecteur. Donc, au moins les interactions électromagnétiques ont vraiment une origine géométrique. J'ai essayé de changer une symétrie globale à une symétrie locale, et j'ai été obligé, pour des raisons purement techniques, ici, mathématiques, j'ai été obligé d'introduire un nouveau champ, phi et a,
Et j'ai découvert que la nouvelle dynamique que j'ai trouvée comme ça, c'était la dynamique des interactions électromagnétiques. D'accord? Alors, cette réalisation, cette découverte a été généralisée. Le grand progrès des années 70, en fait, c'était de comprendre que toutes les interactions, sans aucune exception, toutes les quatre que j'avais ici, ont cette même origine géométrique. Ce sont des interactions qui sont générées lorsqu'on veut promouvoir une symétrie locale et globale à une symétrie locale. Et ceci est valable pour toutes les interactions. C'était déjà connu pour les interactions gravitationnelles. En fait, le raisonnement d'Einstein, qui a découvert la relativité générale, est assez similaire, même si à l'époque c'était fait avec un langage différent. Lui, il pensait traduire le principe d'équivalence à n'importe quel repère, pas seulement à des repères inertiels, mais à n'importe quel autre repère. Mais en fait, vous trouvez exactement la même chose si vous dites j'ai une dynamique qui est invariante par translation, et maintenant j'impose à cette dynamique d'être invariante par translation locale. Donc, lorsque le vecteur de translation dépend de x et de t. Si vous imposez ça, vous découvrez la relativité générale. Donc, toutes les interactions qu'on connaît ont cette origine géométrique. Alors, maintenant, je vais ouvrir une autre parenthèse pour vous dire un autre développement qui avait aussi comme origine l'électrodynamique quantique, qui a commencé fin des années 20, mais en fait, ça a été vraiment, on a compris à la fin des années 40, qui était la théorie quantique des champs. Pareil, je vais aller très vite, uniquement donner quelques résultats. Mais ce sera le langage qu'on va utiliser pour le reste, donc il faut que je vous dise quelques mots là-dessus. Alors, je dis toujours que la date de naissance, pour moi, de la physique théorique moderne, a une date très précise. C'était septembre, si je me souviens bien, 1947. C'était le Shelter Island Conference. C'était une conférence à Shelter Island. C'était une grande conférence internationale de l'époque qui réunissait 25 personnes à peu près. C'était la grande conférence de l'époque. Alors, ce qui était présenté à cette conférence, je dis que c'était la date de naissance de la physique théorique moderne. Ce n'était pas un travail théorique, c'était deux résultats expérimentaux. Le premier que vous connaissez, enfin vous connaissez les deux d'ailleurs, le premier c'était le Lamb shift. Willis Lamb a mesuré pour la première fois une différence de niveau, n'est-ce pas, pour l'atome d'hydrogène. Là où l'équation de Dirac, la théorie de Dirac prédisait une dégénérescence à tous les ordres, n'est-ce pas? Donc c'était le Lamb shift qui était vraiment le début. Et Rabi, je pense, c'était le premier qui avait mesuré le moment, ce qu'on appelait le moment magnétique anormal de l'électron. Donc Dirac prédisait un demi, et il y avait quelque chose en plus de ce demi. Une petite correction. Pourquoi ça a bouleversé la physique? Pas tellement parce qu'il a montré que les idées théoriques étaient fondées, mais plutôt parce qu'il a convaincu les théoriciens de prendre leurs idées au sérieux. Le premier calcul de Lamb shift a été fait quelques jours après le Shelter Island, en fait à la fin de Shelter Island Conference par Bethe, dans le train qui le ramenait de Shelter Island à Ithaca, donc bon, c'est pas très loin. Dans le train, il avait fait le premier calcul qui était une espèce d'estimation non relativiste. Ce n'était pas le calcul qu'on fait aujourd'hui. Mais bon, les idées y étaient. Et au bout en fait, c'était 47 ça. Dans quelques mois, il y avait les papiers de Feynman d'un côté et Schwinger de l'autre. Indépendamment au Japon,
Tomonaga avait fait la même chose indépendamment. Et à la fin de 1948, Dyson a mis tout ça ensemble et c'était l'électrodynamique quantique comme on la connaît aujourd'hui, essentiellement. Après, il y avait des développements techniques évidemment très importants, mais toutes les idées y étaient. Donc c'était vraiment quelque chose qui est allé très très vite. Dès qu'il y avait vraiment la confirmation expérimentale que ce genre d'idées étaient vraiment fondées, ben, le reste venait très très vite. Alors, quelle est l'idée fondamentale de cette électrodynamique quantique? En fait, c'est essentiellement ce que j'ai écrit ici. Ça veut dire l'interaction avec le champ électromagnétique, sauf qu'on l'écrit relativiste. Ici, je commençais par Schrödinger, qui est une équation non relativiste, commençais par Dirac, qui est la généralisation, disons, relativiste de Schrödinger. Donc, je commence par l'équation de Dirac, I d slash moins m psi égale à 0. Et je fais pareil. D slash, c'est de nouveau un jargon de nous. Et D slash, c'est D sur dx mi, gamma mi. Et gamma, c'est les 4 gamma de somme sur le mi. Les 4 gamma de matrice gamma, c'est des matrices numériques de Dirac. Donc, vous avez cette équation-là. Imposée, pareil, ici, il y a un psi qui va à 1 puissance 6 θ psi. Imposé à cet état d'être local, ça veut dire d'être une fonction de x et de t, et vous faites exactement pareil, et vous obtenez les équations de l'électrodynamique quantique. D'accord? Donc ça, c'est les équations. Alors, évidemment, à partir du moment où vous mettez ici le champ électromagnétique, n'est-ce pas, vous avez maintenant ça devient I, et d slash moins, comme je mis ici, plus, je l'ai mis plus I h slash moins m psi, pardon, non, I, c'est ici, psi égale à 0. Vous voyez, maintenant, ça devient une équation. A est aussi une variable dynamique, parce que vous voulez évidemment résoudre le problème couplé d'un électron avec un champ électromagnétique. Donc, du coup, ça devient une équation non linéaire, puisque vous avez des termes de couplage. Et ça, c'est la catastrophe, parce qu'on ne sait pas très bien résoudre des équations non linéaires. Des équations en dérivée partielle non linéaires couplées, parce que vous avez la même équation avec le champ électromagnétique, on ne sait pas le résoudre. Donc, on est obligé de faire des approximations. On n'a pas de solution exacte. Alors, les approximations qu'on a, il y a une approximation qu'on utilise tout le temps, qu'elle soit bonne ou mauvaise, puisqu'on ne connaît pas d'autres, ça n'a aucune importance, puisque c'est la seule qu'on connaît. Donc, il y a une approximation qui est ce qu'on appelle la théorie de perturbation, qui est celle que vous apprenez en mécanique quantique ordinaire, n'est-ce pas? C'est la théorie de perturbation, sauf qu'on met toute l'interaction en perturbation. Ça veut dire que je commence par résoudre l'équation libre et je traite toute l'interaction en perturbation. Et je calcule premier ordre, deuxième ordre, troisième. En fait, on ne peut pas aller très très loin parce que la difficulté de calcul techniquement devient vite très très grande. Et disons, au bout de quelques... Pour l'électrodynamique quantique, on est en train d'aller au 5e ordre. Et ça sature les ordinateurs déjà pour ça. Donc, vous voyez que ce n'est pas très, très facile d'aller calculer le 150e ordre pour voir si la série est bonne ou mauvaise. Ce n'est pas demain la veille. On ne fera pas. Donc, on peut donc calculer en perturbation toute la... et ce qui est le plus remarquable, c'est que ça marche. Et donc, l'électrodynamique, par exemple, et je vais vous montrer tout à l'heure des résultats. Alors, on a donc un système. Alors, ce qu'on appelle le modèle standard consiste à généraliser ce genre d'équations, pas seulement pour l'électrodynamique, mais aussi pour les interactions fortes et les interactions faibles. Pour l'instant, on laisse de côté les interactions gravitationnelles. Ceci n'a pas une importance expérimentale, parce que les interactions gravitationnelles sont tellement faibles à l'échelle
de force nucléaire qu'on ne va pas le mesurer pendant des années et des années. Donc vous pouvez oublier les interactions gravitationnelles jusqu'au dernier cours. Le dernier cours, on va revenir. D'accord. Donc pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, on a donc les interactions électromagnétiques, je commence forte, disons, électromagnétiques et faibles. Alors, deux mots sur chacun. Fortes. Les interactions fortes, on a découvert que vous voyez, donc l'idée est toujours la même. On trouve une symétrie. Donc une loi de transformation qui laisse les équations invariantes. Et on essaye de dire que cette symétrie, qui est une symétrie globale, devient une symétrie locale. Ceci nous génère des forces et on identifie ces forces avec les forces fortes électromagnétiques et faibles. D'accord. Donc, commençons par les interactions fortes. On a vu que les quarks, on peut les écrire comme I1, I2, I3, d'1, d2, d3. Restons avec la première famille, ce sera pareil avec les autres, donc ce n'est pas la peine de les écrire. On a vu qu'il existe une espèce de symétrie naturelle qui mélange les trois lignes ici et laisse les colonnes invariantes. Et si vous voulez que ce soit des transformations unitaires pour garder le même module, n'est-ce pas, la même normalisation des états, donc en fait le groupe en question, c'est un groupe U3, qui est le groupe de matrices unitaires 3 par 3. D'accord, c'est aussi simple que ça. Vous avez de matrices unitaires 3 par 3, ça forme un groupe. Donc vous avez un groupe de symétrie qui est U3. Bon, du point de vue théorie de groupe, I3, c'est isomorphe, du point de vue d'algèbre, c'est isomorphe à I1 fois SI3. Et SI3, c'est spécial, ça veut dire que vous ne prenez pas toutes les matrices 3 par 3, mais uniquement les matrices 3 par 3 avec déterminant égal à 1. D'accord, voilà. Bon, ça c'est des petits détails techniques. Alors, donc le groupe naturel que vous avez ici, c'est SI3. Vous rendez ces SI3 locales, vous obtenez les forces que vous décrétez sont les forces des interactions fortes. Et le fait qu'il y avait 8 gluons tout à l'heure vient du fait que dans SI3, le nombre de générateurs de l'algèbre de SI3, c'est 8. C'est 3 fois au carré moins 1 que vous avez sorti ici. Donc c'est le 8 gluons. Voilà. Bon, ceci n'est pas tellement important, c'est de détails. On a appelé comme on avait appelé couleur. Vous voyez, si vous faites une bêtise, après ça ramène à une autre bêtise. Alors, puisque vous avez appelé couleur ces indices ici, donc ça c'est la dynamique de la couleur. Donc on a appelé cette dynamique chromodynamique. En plus, on veut toujours montrer qu'on parle du grec, parce que c'est toujours bien de parler grec. N'est-ce pas? Donc c'est chromodynamique, parce que chroma en grec, c'est la couleur. D'accord. Donc l'interaction en question s'appelle chromodynamique quantique. Alors je vous avais dit que cette interaction doit satisfaire à cette propriété bizarre qui est la propriété du confinement. Ça veut dire qu'il doit se débrouiller. Ne me demande pas très bien comment. On a quelques idées vagues, mais on ne sait pas très bien. D'ailleurs, c'est une question très importante pour les jeunes ici, parce que c'est un des problèmes à $1 million qui a été posé par le Clay Mathematics Institute au début du siècle. N'est-ce pas? Ils ont posé un certain nombre de questions non résolues en mathématiques, et chacun qui trouve la solution à un problème à $1 million, ça c'est de démontrer, à partir des équations fondamentales de la chromodynamique quantique, de démontrer la propriété du confinement. Donc si quelqu'un le fait, on aura $1 million.
Bon, donc on ne sait pas très bien démontrer, mais on a quelques idées que je peux vous montrer expérimentalement. Ça veut dire on a compris, aussi bien théoriquement, mais surtout expérimentalement, que la force de l'interaction, la force effective de l'interaction varie avec la distance. Et je vais vous montrer comment dans un instant. Donc on comprend vaguement l'idée, mais il manque vraiment l'analyse mathématique. Bon, donc ça c'est les interactions fortes. Et après il y a les interactions électromagnétiques faibles qu'on met ensemble. Et là, le groupe en question, vous vous souvenez ici on avait 8 gluons, donc je vous ai expliqué que ça vient de SU3 parce que et ici vous voyez vous avez un photon et 3 bosons d'interaction faible. 1 plus 3, ça fait 4. Il faut chercher une algèbre qui a 4 générateurs, et là, il n'y a pas de masse, c'est SU2 fois I1. C'est NI2, c'est la seule algèbre simple qui a... Enfin, simple, non, c'est pas simple au sens technique, je veux dire, qui a 4 générateurs. Donc, en fait, pour les interactions fortes, le groupe, c'était SU3. Pour les interactions électromagnétiques faibles, c'est U1 fois SU2. Voilà. Alors, si vous mettez tout ça ensemble, on appelle le résultat théorique, on l'appelle modèle standard. Alors, il y a un dernier ingrédient du modèle que je vais vous expliquer très très vite. Vous avez vu que les photons ont une masse nulle, et c'est pareil avec les gluons. Par contre, ces trois n'ont pas de masse nulle, ils sont massifs. Comment on peut faire? On peut mettre ensemble, on peut marier ensemble ces quantas de radiation qui ont des propriétés de masse aussi différentes. Et c'est là où on a besoin de ces bosons de Higgs. En fait, l'idée est très simple, mais on a mis du temps à le comprendre. Les idées simples ne sont pas forcément évidentes. Alors, l'idée, c'est que si vous avez une symétrie, et ça on connaît des tas d'exemples, une symétrie au niveau fondamental des équations dynamiques n'est pas forcément une symétrie de la solution particulière que vous regardez lorsque vous faites une observation. Et ça, c'est bon, l'exemple le plus typique que je donne toujours. Prenez vous avez une barre cylindrique. Et vous chargez cette construction d'une cylindrique homogène, tout ce que vous voulez, d'une force F, selon l'axe. Le problème est invariant par rotation autour de l'axe de Z. Ça, c'est l'axe de Z. Le problème est invariant par rotation autour de l'axe de Z. Donc, la solution symétrique, ce serait une barre un peu comprimée, mais toujours droite. Or, tout le monde sait que si vous appuyez, si je prends ce bâton qui n'est pas tout à fait symétrique, mais c'est presque, si j'appuie ici suffisamment, ben, il va fléchir. Il ne va pas se comprimer. Et donc la barre va devenir comme ça. Et ça, c'est un problème, un très bon problème, parce que vous pouvez faire tous les calculs jusqu'à la fin. Vous pouvez calculer l'énergie élastique, vous pouvez trouver qu'il y a toujours une solution. Vous avez les équations différentielles de l'élasticité. Tout ça se trouve dans Landau-Lifshitz, si vous voulez le voir, dans Landau mécanique pour les questions simples. Et si vous voulez aller un peu plus loin, il faut vraiment aller à la théorie de l'élasticité. Il y a un très bon livre de Timoshenko, Stability Problems in Elasticity, qui a tout ça avec grand détail. Vraiment, donc, ceux qui ont été ingénieurs dans leur jeunesse, comme moi, connaissent. Alors, donc, vous pouvez résoudre tout ça exactement,
n'est-ce pas? Et même, vous pouvez fabriquer des tas de variations. Par exemple, je peux vous donner le problème avec une petite force ici latérale. Vous calculez la flèche ici delta comme fonction de F et de F. Et vous regardez la limite de cette delta lorsque F tend vers 0. Et vous trouvez qu'il y a deux régimes. Si F, cette limite dépend de F. Si F est plus petit qu'un certain F critique, qui dépend en fait du moment d'inertie du bâton et du matériel, c'est le module de Young du bâton, n'est-ce pas? Donc si F est plus petit que cette F critique, ça c'est égal à 0. Si F est supérieur à F critique, c'est différent de 0. Ça veut dire, même lorsque vous enlevez la force latérale, si F dépasse un certain seuil, la solution que vous trouvez, c'est un bâton fléché. Ce n'est pas un bâton droit. Et c'est ça qu'on appelle un phénomène de brisure spontanée d'une symétrie. Les équations de base sont toujours symétriques, mais la solution ne l'est pas. Et en fait, vous calculez l'énergie, vous trouvez que la solution symétrique existe toujours, mais correspond à une énergie supérieure que les solutions asymétriques, parce que vous avez maintenant toute une famille de solutions, n'est-ce pas, que vous obtenez l'une de l'autre par rotation. Donc voilà, et ça c'est un calcul que vous pouvez faire tous, c'est très très simple. Alors, on suppose que la même chose se passe ici. Cette symétrie est brisée spontanément. Et le mécanisme par qui cette brisure arrive, dans notre compréhension actuelle de la théorie quantique des champs, c'est un champ scalaire que j'appelle boson de Higgs. Donc le boson de Higgs, c'est celui qui est responsable du fait que toutes les particules que vous avez sur cette table ont une masse et ne sont pas de quantas de masse nulle. Je ne sais pas si jamais vous vous êtes posé la question, si il y a eu vraiment un jour, comme les astrophysiciens nous disent, un Big Bang, ou quelque chose qui lui ressemble, parce que peut-être ce n'était pas exactement un Big Bang, mais quelque chose qui ressemble le plus à un Big Bang. Donc il y a eu une grande quantité d'énergie qui a été dégagée. Pourquoi? Comment ça se fait qu'une partie de cette énergie s'est transformée en masse et n'est pas restée sous forme de radiation comme la radiation électromagnétique qui est sans masse? Pourquoi certaines particules ont une masse non nulle? Eh bien, nous pensons que nous avons une réponse à cette question et le responsable, c'est celui-là, qu'il y a une transition de phase. C'est exactement le même problème que la transition de phase. La même théorie admet une phase où tout est de masse nulle, tout le monde a une masse nulle, et il y a une autre phase, laquelle certaines particules sont massives, n'est-ce pas? Et nous nous trouvons dans cette phase parce qu'à la température où nous sommes, c'est la phase avec l'énergie la plus basse. Par contre, si on était à une très très haute température, on serait dans l'autre phase. Mais on ne serait pas là. De toute façon, il ferait tellement chaud que... D'accord. Donc voilà ce que nous pensons de la table de particules élémentaires. Donc, je vais terminer très vite, parce que le temps passe, avec quelques... je vais vous montrer quelques résultats expérimentaux pour vous convaincre que toutes ces idées, ce n'est pas uniquement des idées théoriques, il y a une précision de mesure sans précédent qui a été effectuée ces dernières années et ça marche parfaitement. Alors, tous les modèles standards avec les réactions fortes électromagnétiques et faibles contiennent un certain nombre de paramètres dont la plupart sont directement mesurables. C'est les masses des particules essentiellement, la constante de structure fine, alpha. Tous ces paramètres-là sont mesurables directement. Il y a un seul paramètre qui n'a pas été mesuré encore, c'est la masse de ce boson, parce que celui-là n'a pas été encore découvert. C'est une des questions
à laquelle l'LHC est censé répondre. Alors donc, à l'aide d'un paramètre, on peut faire une énorme... on peut essayer de calculer, de comparer avec l'expérience d'un très très grand nombre de données. Et je vais vous montrer quelques-uns. Donc, ça c'est une liste, ce n'est pas la peine de vous dire qu'est-ce que c'est chacun, c'est des observables qu'on peut mesurer et qu'on peut calculer théoriquement. Alors ça, c'est la valeur mesurée, avec l'erreur mesurable. Bon, ça c'est la masse du Z, la largeur du Z, section efficace hadronique de plus et moins, etc., etc., asymétrie de forward, backward, bon, des tas de choses. Ce n'est pas la peine d'aller sur toutes les... Très grand nombre de mesures. Données de l'expérience, calcul. D'accord? Et ça, essentiellement, c'est ça la meilleure chose. Ça, 0, ça veut dire accord parfait avec la théorie. Une déviation standard, deux déviations standards. D'accord? Et les déviations ici contiennent les erreurs aussi bien expérimentales que théoriques. D'accord? Donc, vous voyez, à part, il y a une mesure ici qui est un peu plus que deux déviations standards. Toutes les autres, c'est moins que deux déviations standards. C'est vraiment un accord absolument fantastique. Et je continue pour vous montrer aussi autre chose, parce que c'est aussi très important. Ça, c'est la variation. Je vous avais dit que du point de vue théorique, on prévoit la variation de la force effective, du couplage effectif des interactions fortes avec la distance ou avec l'échelle d'énergie, ce qui est pareil. Parce qu'il n'y a qu'une seule dimension, n'oubliez pas. Distance, c'est l'inverse de l'énergie. Alors, les courbes vertes, c'est le calcul théorique, y compris les incertitudes théoriques, et le point, c'est le point expérimental. L'accord est absolument fantastique. Et je peux continuer. Vous pouvez me dire, puisqu'il n'y a qu'un seul paramètre, pourquoi je ne peux pas vous dire la masse du... Je peux prendre deux de ces mesures et déterminer la masse du Higgs. Eh bien, je le fais, mais malheureusement, la dépendance est logarithmique. Donc, je n'ai pas une très bonne précision. Et c'est ça, ça c'est une courbe ici, la masse du Higgs. Et ici, c'est le qui carré du fit que vous faites général. Ça veut dire que vous essayez de fitter tous les données que vous avez. Vous avez un qui carré, donc qui est disons, la somme de toutes les, comme ça, de toutes les, comment dirais-je, incertitudes, disons, pas incertitudes, différences entre théorie et expérience, n'est-ce pas, le qui carré. Alors, vous voyez que ça, cette partie ici, c'est exclu par mesure directe. On sait que le Higgs est plus lourd que ça. Et ça, c'est la prédiction. Vous voyez, si vous voulez arriver jusqu'à 95% de degré de confiance, n'est-ce pas, vous êtes limité à 200 et quelques. Donc, c'est moins que ça. Voilà. Donc, ça, c'est la prédiction sur la masse du Higgs. Et ça, bon, ça, c'est pas grave, je laisse. Par contre, je vais vous montrer ça. Ça, c'est deux variables. Je n'ai pas besoin de vous donner la définition exacte de chacune parce que c'est assez complexe. C'est deux quantités que je peux mesurer expérimentalement. D'accord? Alors, pourquoi la définition est complexe? Parce qu'on a défini ces quantités de façon à ce que, alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la théorie de perturbation. Donc, il y a l'ordre 0, le premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre, etc. Au premier ordre, j'ai construit ces variables pour être 0. Donc, en fait, ce que je mesure, c'est les corrections radiatives. C'est l'influence des ordres supérieurs de la théorie de perturbation. D'accord? Si j'avais une théorie, si j'avais coupé ma série premier ordre, ce serait 0. Et vous voyez bien, il y a plusieurs, les couleurs publiées, c'est all data, l'autre c'est uniquement le high energy, et l'autre c'est uniquement les asymétries. Ça dépend de quel genre de données
j'essaye de faire. Mais en fait, vous voyez bien, ça c'est les résultats expérimentaux. Et ça, ce serait la valeur s'il n'y avait que l'approximation de borne, s'il n'y avait pas de correction radiative. Donc ça prouve justement que cette histoire de correction, de faire cette espèce de théorie de perturbation et de calculer les corrections radiatives ordre par ordre, c'est sérieux, c'est pas de la blague. Donc, on a donc avec ça un ensemble, je pense que c'est la dernière chose que j'ai, oui. Et donc, on a un ensemble de données de l'expérience qui, je ne fais pas justice à tout le travail de mes collègues expérimentateurs qui, pendant des années, ont travaillé durement pour sortir ce genre de courbes. Ça a l'air très simple. Mais en fait, derrière ça, il y a des années, de milliers de gens qui ont travaillé pour faire ça. Mais aujourd'hui, nous avons donc un modèle théorique, une théorie fondamentale de 3 interactions qui a un accord parfait avec les données de l'expérience. Et donc, on pourrait dire, puisqu'on a tout ça, pourquoi continuer? Donc, ce sera le cours suivant. D'accord. Bon, merci. Question? Oui. Yes, sir. Pardon, je n'ai pas compris. Sur le graphe, oui. La force en fonction de la distance, alpha en fonction de mu. Il y a oui. un point qui est en dehors de la courbe. Ah non, attends, c'est qu'il y a, non, non, parce que je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas tout dit. Tu veux dire ça? Tu veux dire ça? Non, le graphe précédent. Le graphe précédent. Ah, pardon. Ah oui, il y a, bon, mais tu sais, il y en a toujours des points qui sont, pardon. C'est non, l'autre. Voilà, c'est de ça que tu veux dire. Oui, mais en fait, bon, il y en a toujours, mais je vais même te dire quelque chose de plus puisque tu as posé la question. Regarde les valeurs ici. Ça, c'est le alpha S. C'est ce qui joue le rôle de alpha de la structure fine, n'est-ce pas? Alpha des interactions électromagnétiques, alpha électromagnétique, c'est 1 sur 137, comme tout le monde sait, n'est-ce pas? Ici, c'est le alpha correspondant, la même quantité, mais S pour des interactions fortes, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, lorsqu'on dit que les interactions fortes sont plus fortes, vous le voyez ici. Ici, le alpha S varie de 0,1 à 0,35. Ce n'est pas 1 sur 137. D'accord? Donc, tu vois, tu fais une perturbation avec un alpha S qui est 0,35. Et ça marche. C'est quand même incroyable, non? Pourquoi? Je n'en sais rien, en fait. Normalement, tout ce qui était ici ne devrait pas marcher. Et ça marche quand même. Si tu fais ce vieux argument de Dyson, qui disait à quel moment la série de perturbations de QED va se mettre à diverger. Et donc, il a fait une espèce d'estimation comme ça, et ça te dit, si tu le fais correctement, que ça va diverger à l'ordre de 70 ou quelque chose comme ça. Et d'où ça vient ça? Tu dis, le nombre de termes augmente en gros comme factoriel. En fait, c'est le double factoriel de 2n, si tu regardes. N'est-ce pas? C'est le double factoriel. Donc, en gros, augmente comme factoriel. Supposons que chaque terme vaut 1, ce qui est faux, parce qu'il y a des termes qui sont plus grands que d'autres. Supposons donc que chaque terme vaut 1, et supposons que tout le monde s'ajoute, ce qui est aussi faux, parce qu'il y a de plus et de moins. Mais si je fais ces hypothèses, qui ne sont pas si mauvaises que ça, finalement, bon, je trouve que la théorie de perturbation va se casser la figure si je calcule une certaine quantité A, lorsque le nème ordre est du même ordre que le n plus n ordre. Donc, ça veut dire que je plie de théorie de perturbation. Donc, tu calcules, tu fais ce truc très simple, et tu vas trouver que c'est à peu près, n'est-ce pas, lorsque 2n est de l'ordre de 1 sur alpha.
D'accord? Donc 1 sur alpha, 1 sur 137, ça te fait 137 ici. Donc n, c'est à peu près 70 ou 65 ou je ne sais pas combien. D'accord? Voilà. Fais la même chose avec ça. Tu vas trouver que n, c'est de l'ordre de 1 ou 2. Et ça marche quand même. Et lorsque je dis ça marche, c'est incroyable. Ça veut dire si tu ne fais pas ces corrections, tu ne peux pas fitter les données du web. Tu vois, c'est vraiment... Et aujourd'hui, pour les LHC, les gens doivent aller à une précision extraordinaire. Et il y a des efforts colossaux qui sont faits justement pour pousser la précision de ces calculs, parce que sinon tu ne pourras pas interpréter les données. Donc, bon, c'est vrai, c'est totalement incompréhensible. Pourquoi ça marche? Normalement, on devrait s'arrêter ici. Et dire le reste, de toute façon, c'est trop fort, c'est pas la théorie de perturbation, ça casse la figure. Mais en fait, non, elle marche même assez bien. Je peux vous donner d'autres résultats qui vous montrent qu'à partir de à peu près ça, tu vois. Ici, tu vois, c'est un gèvre. Donc ici, c'est 2. Donc à partir de 2 gèvres, tu as une précision avec la théorie de perturbation qui est très bonne, même si on ne comprend pas pourquoi. C'est quoi, c'est one loop ou 2? Ça, c'était ici, c'était 2 loops, 2 boucles. Tout ce que je montrais ici, c'est 2 boucles. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué parce que c'est 2 boucles avec le calcul ordinaire et c'est sommation de tous les leading order pour les autres. Tu vois, tu fais le leading logs, donc c'est plus compliqué. Ces gens-là ont fait des techniques de calcul qui sont incroyables. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions par des non-spécialistes, de vrais, pas de faux? Bon, alors la prochaine fois, on verra les machines, la machine et les expériences. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Merci.